Ça y est, le cahier des règles 2024 de l'IPF est sorti. Vous allez voir qu'il y a quelques surprises dedans. On va voir ensemble dans cette vidéo les 10 nouvelles règles qui, je pense, sont intéressantes de partager avec vous et qu'il faut connaître. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hugo Owona, je fais de la compétition en powerlifting depuis 4 ans déjà et je partage ces vidéos avec vous pour vous aider à démarrer le powerlifting par vous-même. On commence tout de suite par la première des nouveautés cette année et je pense que ça va en faire jaser plus d'un, c'est que les Open sont dorénavant interdits aux sub-juniors. Ils seront donc obligés de rester soit en sub-junior, voire en junior si vraiment ils outclassent tous les sub-juniors, mais en tout cas ce sera plus possible pour eux de concourir en Open. Ça peut vous sembler un peu anecdotique dans le sens où peut-être vous pouvez vous dire il n'y a pas énormément de sub-juniors qui sont en Open, mais détrompez-vous. Il y a eu quelques sub-juniors quand même qui ont fait les Open des championnats de France cette année, je me souviens il y a quelques semaines. Et je comprends ce qu'essaye de faire l'IPF, c'est-à-dire que je pense qu'ils veulent réduire éventuellement le nombre de participants aux compétitions, en tout cas dans les groupes, qu'on ne se retrouve pas avec des groupes A, groupe B, groupe C, voire, et que du coup les compétitions, voilà, soient un peu plus intéressantes, un peu plus rapides aussi peut-être. Et vous allez voir que c'est pas la seule règle qui vise à ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils font tout, sauf la bonne chose qu'il faut faire, c'est-à-dire limiter le nombre de participants à 8 participants par exemple par groupe. Ce qui, en plus des minima, arrangerait clairement les choses d'un coup, mais je sais pas pourquoi, ils veulent pas le faire, et donc du coup, ils passent par toutes les raisons possibles et inimaginables pour essayer de réduire le nombre de participants, sauf ça. Là où ça me pose un problème pour certains sub-juniors, c'est que les sub-juniors qui sont vraiment trop forts, qui sont vraiment au-dessus de leur catégorie d'âge, c'est-à-dire que en sub-ju, ils rasent tout, en junior, voire même pour certains, ils rasent tout, et en open, ils pourraient être dans la conversation, donc je pense pas qu'ils arriveraient premier ou voire faire un podium, mais qu'ils pourraient être dans le classement, voilà, voire 5e, peut-être 4e place. Alors c'est des cas, des exceptions, mais on voit notamment des athlètes comme Malik Triolé qui a le record, je crois, en sub-junior ou en junior, je crois, du plus gros total ever enregistré en sub-junior. Il me semble que c'est lui dans tout l'IPF, donc de tous les pays confondus. Quelqu'un comme lui, voilà, aura besoin de toute l'expérience qu'il peut le plus tôt possible pour les compétitions en international. Si du coup vous le faites pas concourir avant ses 19 ans dans des catégories qui sont les Open, où du coup il va pouvoir se mesurer avec des gens de son niveau, bah pour quelqu'un comme Malik ou pour d'autres qui sont vraiment très doués très tôt, ils peuvent se retrouver du coup à laver leur catégorie pendant 3, 4 ans et vraiment être largement au-dessus de tout le monde et peut-être du coup ne pas bénéficier de cette expérience supplémentaire qu'ils auraient eu en se mesurant avec des gens de leur taille plus tôt. On voit ça dans tous les autres sports où quand vous êtes surclassé, que vous êtes vraiment doué, vous jouez par exemple, moi j'ai fait du basket, c'est pas rare que certains jeunes se retrouvent à jouer avec les pros. Donc là, on supprime un potentiel de croissance pour certains athlètes. Alors oui, je suis d'accord, ça concerne le top 0.1% des athlètes, mais c'est dommage. Encore une fois, je pense que la volonté de vouloir réduire un petit peu les groupes, c'est une bonne chose, mais j'ai l'impression qu'au lieu d'attaquer le problème à la source, on s'y prend par des moyens détournés. Et vous allez le voir avec la deuxième nouvelle règle, qui est l'interdiction pour les masters catégorie 3 et 4 de aussi participer aux Open. Donc les masters de catégorie 3 et 4, il me semble que c'est 60 jusqu'à 60, 70 ans. Donc de 60 à 70 et de 70 à 80, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Et donc du coup, ces masters-là ne pourront plus concourir en Open. Donc il faut savoir que les masters, c'est à partir de 39 ans, master 1, etc., etc. Et que même si vous êtes dans la catégorie master, vous avez l'âge requis pour la catégorie master, vous pouvez quand même concourir en Open. Là encore, je pense que c'est pour réduire éventuellement le nombre de participants et faire en sorte qu'il y ait moins de gens en Open. Alors après, effectivement, en fait, ça part du postulat de se dire que les masters, quoi qu'il arrive, ils seront moins compétitifs que les Open et donc du coup, voilà, comme les sub-ju, la majorité d'entre eux seront moins compétitifs, donc ça vaut pas le coup, entre guillemets, de les inscrire aux Open. Mais il se peut, j'en sais rien, que, bon, alors, je pense pas que des seniors de 70 ans aient les minima pour faire les catégories Open, comparé à certains sub-ju, peut-être qu'ils pourraient, s'ils sont vraiment très très doués, avoir les minima pour faire les catégories Open. Donc j'ai moins de problèmes là-dessus, mais encore une fois, pour moi, c'est éviter de prendre le problème à la racine. Troisième nouvelle règle, les nations qui n'ont que 3 athlètes, toutes catégories confondues, ne pourront plus recevoir de médailles par équipe. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas extrêmement valorisé, hein. Dans notre sport, je trouve les médailles par équipe ou même les médailles par mouvement, à part les nations entre elles, le jour J, le jour de la compétition inter, ou les coachs nationaux entre eux qui aiment bien se comparer ça. Je pense que les athlètes, enfin en tout cas nous le public, les athlètes, je sais pas s'ils en ont quelque chose à faire des médailles par équipe ou des médailles par mouvement. Peut-être si t'as un record, mais la médaille au mouvement sur une compétition, je sais pas si ça intéresse les athlètes. Le public, je sais que nous, bon, on en a pas grand chose à faire, hein. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça limite. Maintenant, le minimum pour recevoir une médaille, il me semble, c'est 5 athlètes par nation, au moins minimum pour être éligible dans la course aux médailles par équipe. Encore une fois, ça concerne pas
la majorité des gens, mais c'est à noter. On reste dans les médailles pour cette 4e règle, puisque les athlètes qui sont dans des catégories où il y a moins de 3 lifters ne seront plus éligibles non plus à la récompense de Best Lifter. Donc Best Lifter, c'est on fait au prorata avec la formule IPF, les IPF Points, pour classer les athlètes dans toutes catégories confondues. Et donc du coup, si dans votre catégorie, c'est souvent le cas, parfois, je pense notamment aux plus de 120, parfois chez les subjus ou chez les juniors, ou dans les grosses catés comme ça, ou dans les toutes petites catés, notamment les moins de 53 chez les hommes aussi. Si vous êtes moins de 3 concurrents, et bah du coup, vous ne serez plus éligible à la récompense de Best Lifter. 5e règle qui concerne déjà un peu plus de monde et qui a un peu fait parler d'elle, c'est le fait de ne pas pouvoir mettre de genouillère sur les singlets longs. Je vous mets quelques images qui s'affichent à l'écran pour voir un petit peu ce que c'est. Vous pourrez toujours concourir avec ces singlets s'ils sont IPF approved, bien sûr, mais impossible de porter des genouillères si vous avez ces singlets-là. Je pense que c'est pour ne pas que ça aide à pouvoir enfiler les genouillères. Il y en a certains et certaines pendant le training qui ont des leggings et qui ont l'habitude, voilà, ou des chaussettes très très hautes, de faire glisser leurs genouillères avec le legging ou les chaussettes. Je pense que c'est pour éviter ça. Après, si vous avez fait un peu de compétition, je pense que vous savez qu'il y a 1001 manières d'arriver à mettre ces genouillères en faisant un petit peu le filou. Voilà, j'en dirai pas plus, mais j'ai jamais vu quelqu'un se faire reprendre par un arbitre pour enlever les genouillères et lui demander de les remettre. Les arbitres ont le droit de le faire, mais honnêtement, j'ai jamais vu ça. Encore une fois, si c'est juste pour éviter que les gens cèdent pour mettre les genouillères, il y aura toujours d'autres moyens, dont je ne vais pas faire la promotion ici, bien sûr, pour s'aider à mettre les genouillères. Mais là où c'est intéressant, c'est que cette règle s'accompagne d'une autre, c'est que il y a interdiction maintenant de changer de singlet entre les mouvements. Donc tous les fashionistas, désolé, qui collectionnent les singlets et qui veulent se donner une vibe au deadlift, avoir un singlet différent. Alors déjà qu'on peut plus enlever son t-shirt maintenant pour le deadlift et juste lifter en singlet, maintenant ce sera même plus possible de changer de singlet. Donc désolé si vous avez plusieurs outfits pour le jour J, il faudra bien choisir votre singlet parce que c'est le singlet que vous garderez sur le squat, le bench et le deadlift. Un point, c'est tout. On reste toujours dans la SAP avec la 6e règle et c'est que le t-shirt doit être, je cite, fit, tight. Alors, comment définir la coupe fit? Il y a quelques images qu'ils ont mis dans le cookbook. Je pense que c'est pour éviter, voilà, les trucs oversize, avoir les manches qui pendouillent. Honnêtement, moi, ça me pose pas de problème. Je pense que c'est plus simple pour les juges de pouvoir juger, surtout avec la nouvelle règle au niveau du bench et de la depth. Ce sera plus simple pour voir. Si vous avez un t-shirt oversize, c'est sûr que c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui portaient du oversize de toute façon en dessous de leur singlet. Personnellement, moi, j'ai toujours aimé le style un peu fit, voilà, prendre un t-shirt un peu plus serré sous son singlet, donc ça me pose aucun problème. Après, c'est sûr que ça va être un nouvel argument marketing pour les marques pour nous sortir un nouveau t-shirt de compétition. Coupe ajustée, ne vous en faites pas, tout est nouveau alors que c'est les mêmes coloris, les mêmes logos. Voilà, mais bon. On reste toujours encore dans la SAP pour cette 7e nouvelle règle avec cette fois-ci tout ce qui est couvre-chef. Donc interdiction de porter des casquettes ou des chapeaux maintenant. Je pense que je savais même pas qu'il fallait le préciser, je pensais que c'était déjà dedans. Mais voilà, apparemment c'est officiel maintenant. Donc rien qui couvre la tête, à part le voile qui est autorisé, sous réserve que au niveau du bench, par contre, l'arbitre peut se permettre de vous demander de réajuster vos cheveux, ce qui est aussi le cas si vous portez pas de voile aussi. L'arbitre peut se réserver le droit de vous demander de réajuster vos cheveux, surtout pour les filles. Il me semble même que maintenant, il faut les avoir attachés, quoi qu'il arrive, quand vous benchez. Donc attention les filles, attachez bien vos cheveux, prenez toujours un chouchou en plus dans votre sac de compétition. Et la règle que je trouve la plus absurde de toutes ces nouvelles règles, c'est que il y a le droit à un petit bandeau, d'accord, qui est aux standards commerciaux. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un bandeau de sport aux standards commerciaux, mais surtout, le truc le plus stupide que je pense de ces nouvelles règles, c'est que c'est une seule couleur autorisée, soit noir, soit blanc. C'est tout. Soit noir, soit blanc. Je répète, le bandeau doit être uniquement noir ou blanc. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette règle-là des couleurs. Et couleurs unies, hein. Donc s'il y a des designs et tout, c'est mort. Alors, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Peut-être c'est une volonté de lisser un petit peu à la Wimbledon. Là, pour ceux qui connaissent pas, au tennis à Wimbledon, on est obligé de porter du blanc, voilà, par tradition. Là, je comprends pas ce que ça vient de faire là. Bientôt, voilà, ils mettaient un uniforme, en fait. Mettez un uniforme. Déjà qu'on se ressemble tous sur la plateforme, si en plus maintenant on est limité qu'au noir et au blanc, je sais pas ce qu'on va faire, en fait. On arrive aux règles qui concernent les coachs pour ces règles 8 et 9. Donc pour la règle 8, c'est interdiction pour les coachs de prendre des photos ou des vidéos quand ils sont dans la warm-up room et même sur la plateforme. Alors ça va poser problème dans le sens où je pense qu'ils font ça pour limiter, voilà, éviter que tout le monde fasse ses petites caméras, ses petits trucs. On sait que maintenant les caméramans, les photographes
ont leur exclusivité, que ce soit White Light Media ou SBD sur les compétitions. Donc, ce que je peux comprendre. Là où ça va poser problème, je pense, c'est que si un athlète veut avoir le feedback de son lift, en général, c'est le coach qui se met sur le côté et qui filme avec la vidéo et après, l'athlète peut regarder. Ou même si le coach, pour prendre une décision, veut revoir, voilà, à quelle vitesse ça a bougé, vous pouvez filmer depuis le côté pour voir la vidéo. Là, si les coachs peuvent plus au moins filmer ça, comment est-ce que l'athlète a un feedback sur le lift qu'il vient d'avoir? À moins d'aller regarder le live en direct vite fait ou d'aller demander à un pote de nous envoyer la vidéo sur WhatsApp, enfin, ce qui est un peu galère. Ça oblige d'avoir quelqu'un du côté spectateur pour qu'il puisse filmer. L'angle sera pas forcément bon, surtout sur le squat où vous avez du monde autour, ce sera impossible de voir la depth. Je comprends l'idée de vouloir limiter les gens qui sont avec des caméras et tout, mais ne pas pouvoir prendre de photos, de vidéos, même avec le téléphone, quand on est au niveau de la plateforme pour checker quand on est coach, je pense que c'est un peu dommage, quoi. 9e et avant-dernière nouvelle règle, toujours au niveau des coachs, c'est qu'ils limitent le nombre de coachs, du coup, dans la warm-up room, la salle d'échauffement, par athlète. Donc, au niveau des compétitions internationales, ils sont tranquilles, les équipes nationales sont limitées au minimum à 3 coachs par athlète, donc, enfin, pas par athlète, mais si vous avez un athlète, au minimum, c'est 3 coachs, donc il n'y a pas de galère. Là où ça se corse un petit peu, déjà, c'est à l'équipé où il n'y a que 2 coachs. Donc, si vous avez un athlète, c'est 2 coachs, et même 2 athlètes, c'est 4 coachs, et jusqu'à 6 coachs maximum. L'équipé, pour ceux qui en ont jamais fait, voilà, ça peut être un peu intense parce que vous avez toujours, en fait, une personne qui va aider l'athlète à s'équiper, donc à enrouler les bancs de genoux, accompagner sur la plateforme. Voilà, ça prend du temps. Il faut vraiment quelqu'un pour s'assister parce que c'est impossible que le lifter le fasse tout seul. Donc, si vous avez quelqu'un qui surveille le match, quelqu'un qui doit s'occuper des petits papiers et en plus qui doit s'occuper de tout ce qui est équipement, voilà, c'est pas de trop d'avoir 2-3 coachs. Donc 2, c'est quand même le minimum pour l'équiper. Et par contre, pour le classique, du coup, ils ont été encore plus sévères, c'est que jusqu'à 3 athlètes dans le même groupe, c'est uniquement que 2 coachs. On a bien vu à ces championnats de France qu'il y avait énormément de coachs qui avaient énormément d'athlètes et ce dans plusieurs groupes. Si vous devez gérer le match de 2-3 athlètes en même temps dans le même groupe, à 2, ça peut être compliqué de surveiller en même temps le tableau, en même temps la chauffe, en même temps d'accompagner l'athlète sur la plateforme. Il peut se passer plein de trucs pendant que vous accompagnez votre athlète. Si vous êtes au coude à coude avec quelqu'un d'autre, il faut quelqu'un pour surveiller. Donc là encore, je comprends, l'histoire c'est de vouloir limiter que les salles de chauffe soient pleines. Honnêtement, au dernier championnat de France, on n'a eu aucun problème. Donc à voir si vraiment... Alors après, on avait la chance d'avoir une grosse salle de chauffe avec de l'espace. Après, je pense que voilà, ce sera à voir en fonction des compétitions et à l'appréciation des arbitres, des jurys et des organisateurs sur place. Je pense qu'ils feront un peu appliquer la règle si besoin, dans le sens où si c'est le bordel dans la salle de chauffe, on fait appliquer la règle. Si ça s'auto-régule entre guillemets et qu'il n'y a pas de problème, je pense qu'ils seront un peu moins regardants là-dessus. En tout cas, voilà, pour les coachs, ça se corse un petit peu en salle de chauffe. Il va falloir être un petit peu plus au taquet. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, la dernière nouvelle règle, la 10e, c'est l'alcool qui est interdit en salle de chauffe maintenant. Donc, plus possible de venir avec sa petite bière en salle de chauffe. Je pense qu'il y en a pas mal parmi les anciens qui vont être un petit peu dégoûtés. Ça se fait pas trop en France, mais c'est vrai que dans les compétitions internationales, on a certains coachs qui aiment bien avoir leur petite mousse pendant les passages de leurs athlètes. J'ai déjà vu certains masters aussi le faire, voilà. Maintenant, ce sera plus possible. Je pense que c'est tout un pan de notre histoire du powerlifting qui se tourne avec cette nouvelle règle. C'était tout pour cet update des nouvelles règles 2024 de l'IPF. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord Force Academy si c'est pas déjà fait, ou dès que je vois ces petites news, en général, je les balance en direct, donc pour vous tenir au courant de l'actualité powerlifting aussi. Et surtout, si vous êtes en auto-coaching et que vous avez besoin d'aide et de feedback, rejoignez le Discord, c'est fait pour ça. Premier lien en description. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si vous cherchez éventuellement comment s'inscrire en compétition, que c'est votre première compétition, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao!